Allons droit au point, parce que certains signaux sont subtils, mais ils en disent beaucoup plus que ce que vous imaginez. Numéro 10, la révélation de dernière seconde. La séance est terminée, vous vous levez, main sur la poignée, et juste avant de partir, « Ah, en fait, je pense que mon partenaire me trompe », comme si c'était un détail, comme si ça pouvait attendre. Les thérapeutes connaissent parfaitement ce moment. Ils l'appellent la confession de poignée de porte. Et ce n'est jamais anodin. C'est une manière élégante d'aborder un sujet difficile sans avoir à y rester. On dépose une bombe et on quitte la pièce. Pourquoi ? Parce que rester serait trop inconfortable. Parce que cela obligerait à ressentir, à expliquer, à aller plus loin. Alors on teste, on observe la réaction et on s'échappe. Mais derrière ce geste, il y a souvent une réalité simple. Vous avez besoin d'aide, mais vous n'êtes pas encore prêt à la demander directement. Numéro 9, le test silencieux de la salle d'attente. Avant même le premier mot, vous êtes déjà en train de communiquer. Votre posture, votre regard, votre manière d'occuper l'espace. Certains arrivent en avance, très en avance, comme pour s'assurer de tout contrôler. Ils ajustent leur position, leur respiration, parfois même les objets autour d'eux. D'autres arrivent en retard, toujours avec une explication, toujours avec une justification, comme si le temps lui-même était négociable. Et puis, il y a ceux qui parlent, beaucoup, à tout le monde, et ceux qui ne parlent pas du tout, qui évitent les regards, qui attendent, presque figés. Rien de tout cela n'est anodin. La séance a déjà commencé, simplement sans mots. Numéro 8, la machine à « je devrais être plus loin, je devrais aller mieux, je devrais avoir compris depuis longtemps ». Ces phrases semblent normales, presque motivantes, mais en réalité, elles épuisent. Chaque « je devrais » est une injonction, une pression invisible, un rappel constant que vous n'êtes pas encore suffisant. Et le plus troublant, c'est que ces exigences ne viennent pas toujours de vous. Elles sont héritées, apprises, intégrées, sans que vous ne les remettiez en question. Résultat, vous avancez, mais jamais avec satisfaction. Numéro 7. L'intellectuel des émotions. Celui qui explique tout, qui comprend tout, qui analyse chaque détail, mais qui ressent très peu. Je pense que ce que je vis est lié à... Peut-être. Mais qu'est-ce que vous ressentez ? Silence. Parce que ressentir est parfois plus difficile que comprendre. Alors, on transforme l'émotion en théorie, on construit un discours, on maîtrise le vocabulaire, mais au fond, on évite le contact direct avec ce qui fait mal. C'est brillant, mais c'est une distance. Numéro 6. L'enfance parfaite. Une histoire sans défaut, sans conflit, sans douleur. Tout était simple, tout était harmonieux. Un peu trop, parce que dans la réalité, aucune histoire n'est parfaitement lisse. Même les souvenirs heureux contiennent des nuances, des tensions, des moments inconfortables. Quand tout semble parfait, les thérapeutes ne voient pas une enfance idéale. Ils voient un filtre, une protection, une sélection. Numéro 5. Le « je plaisante ». Vous dites quelque chose de vrai, quelque chose de précis, puis immédiatement, je plaisante. Comme si vous retiriez vos propres mots, comme si vous aviez peur qu'ils existent réellement. C'est une stratégie. Vous testez, vous avancez masqué. Si l'autre accepte, vous pouvez continuer. Sinon, vous reculez sans conséquence. Mais ce mécanisme révèle souvent une difficulté à assumer ce que vous ressentez réellement. Numéro 4. Les relations qui se répètent. Même scénario, nouveau visage, mais les dialogues restent étrangement familiers. Ils ne m'écoutent pas, ils sont distants, ils ne s'engagent pas. Et si le problème n'était pas uniquement l'autre ? Et si vous rejouiez quelque chose de connu, quelque chose de déjà vécu ? Parce que ce qui est familier est souvent plus rassurant que ce qui est sain, même si cela fait mal. Numéro 3. Le comptable émotionnel. Celui qui n'oublie rien. Chaque geste, chaque effort, chaque déséquilibre. Tout est enregistré, comme si chaque relation devait être parfaitement équitable. Mais les relations ne sont pas des calculs, et l'attachement ne se mesure pas. Ce besoin de compter
vient souvent d'un passé où l'amour était conditionnel, où il fallait mériter, prouver, gagner. Alors aujourd'hui, vous continuez à compter, sans même vous en rendre compte. Numéro 2. Le réparateur immédiat. Vous partagez quelque chose de difficile, et immédiatement, une solution arrive. Rapide, efficace, mais parfois inadaptée. Parce que votre émotion dérange. Elle crée un inconfort, et cet inconfort doit disparaître. Alors on corrige, on répare, on accélère. Mais certaines émotions ne demandent pas à être réparées, elles demandent à être vécues. Numéro 1. Le rire au mauvais moment. Vous racontez quelque chose de lourd, mais vous riez, comme si ce n'était rien, comme si tout allait bien. Mais ce rire n'est pas léger, c'est une protection, un réflexe, une manière d'éviter de plonger, parce que ressentir pleinement serait trop intense. Et c'est souvent là que se cache ce que vous évitez le plus. Et finalement, tous ces signaux ont un point commun. Ils ne sont pas là par hasard, ils sont là pour vous protéger. Mais ce qui vous protège aujourd'hui peut aussi vous empêcher d'avancer. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que je fais ça ?», mais plutôt « qu'est-ce que je n'ose pas encore affronter ?» Parce que ce que vous évitez façonne votre vie bien plus que ce que vous contrôlez. Et le moment où vous commencez à le voir, c'est souvent le moment où tout peut changer.